Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour faire un retour d'expérience à chaud de l'OP Cold Response 2 à laquelle nous avons été 5 à participer ce week-end, mais on en parle juste après ça. En introduction, évidemment, je remercie tous les organisateurs du MOS et leurs partenaires qui m'ont permis de vivre certainement l'événement d'Airsoft le plus exceptionnel de ma vie sur un retour de 10 ans. Et pourtant, je pense avoir participé à des OP bien organisés. Mais cette fois, on a dépassé l'entendement, on a dépassé mon imagination en termes d'immersion, en termes d'effets spéciaux, en termes d'objets immersifs sur le terrain. Mais alors, pour commencer, je vais vous faire 3 revues. La première, c'est, je vais vous parler en tant que joueur de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu. Je vais vous en refaire une deuxième parce que j'ai été en fait super malade. J'ai fait une pneumopathie, je suis encore malade, ça a été très compliqué. J'ai cru que j'allais pas pouvoir aller à CR2. CR2 a été difficile pour moi parce que j'avais des soucis au niveau pulmonaire et au niveau des migraines. Bon, je me plains pas, mais j'ai failli rater et heureusement que je me suis forcé à y aller. Heureusement quoi. Donc, je disais 3 revues, celle-ci, le rétex à chaud, une deuxième, le setup de jeu. Le troisième, le setup base de vie, c'est-à-dire tout ce qui était nécessaire quand on ne jouait pas, et d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre de joueurs ont abandonné ou réduit leur temps de jeu parce que justement la base de vie n'était pas au niveau des difficultés qu'on a pu rencontrer sur place, des difficultés en lien avec la topographie et la météo en rien avec l'organisation. J'évacue 2 espaces de discussion, si vous voulez échanger en commentaire, en tout cas ne m'interpellez pas sur la question, je ne me sentirai pas concerné. 2 choses. 1, la dimension 1000 sim, pas 1000 sim, les règles du 1000 sim. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'allais pas là-bas, moi, faire une OP 1000 sim. J'allais faire une OP, j'attendais qu'il y ait un niveau de roleplay élevé et un niveau d'immersion qui soit favorisé par des véhicules, de la pyrotechnie et de l'organisation. Donc moi, en tant que joueur, je ne vais parler que de ça. D'accord? Roleplay, immersion, pyrotechnie et jeu d'airsoft. Parce qu'on n'est pas non plus sur de la reconstitution. D'accord? Ok? Deuxième chose que j'évacue tout de suite, ça va être ce qui est commun à toutes les parties d'airsoft, toutes les dominicales et toutes les OP, c'est-à-dire, ouais, il y a des Highlanders là, lui il prend pas ses billes, mais en face, ça m'intéresse pas parce que c'est tout le temps comme ça. Je suis orga, à toutes les orgas, il y a des gens qui viennent me dire oui, les bleus, ils prennent pas leurs billes. Et en face, il y a les rouges qui me disent oui, mais machin. Enfin, tout le monde dit la même chose. D'accord? Bien. Donc ça, je vous en parle pas. Deuxième chose, j'évacue aussi le côté oui, au niveau topo, ils étaient favorisés, ils étaient défavorisés. C'est pour ça, quand on fait des dominicales, on inverse les spawns. Vous comprenez bien que lorsqu'on fait une OP comme celle-là, on ne peut pas dire on inverse les spawns, puisque déjà on ne devait pas dire out, on chutait au sol pour favoriser l'immersion, donc voilà, donc c'est normal. Donc j'évacue tout ça, puisque c'est commun, toutes les parties d'airsoft, ça n'a pas de nécessité de faire de retour d'expérience par rapport à ça, d'accord? Alors moi la première chose que j'ai appréciée sur CR2, c'est l'avant, parce que le temps de préparation, le temps d'organisation, c'est de la dégustation gastronomique pour moi. Nous, on s'est mis d'accord avec l'association AETB Team Bradva pour se lancer dans l'aventure CR2 à 5. Voilà, on est une quinzaine, mais 5 ont répondu à mon appel en fait. Et depuis juin, on réfléchit, on discute, on se prépare, chacun de notre côté. Et on a pu effectivement travailler grâce aux interfaces mises en place par le MOS, que ce soit le TAXOP, donc le règlement, que ce soit aussi la sélection par photo et petit texte qui a permis de protéger, on va dire, le niveau de gear pour éviter d'avoir des gars ou des filles avec un gear tellement décalé par rapport à l'ambiance générale qu'il y aurait une rupture de l'immersion, alors que moi c'est vraiment ce que j'attendais. Donc le fait qu'il y ait une sélection avant, moi je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite le fait d'ouvrir un Discord pour avoir des espaces, pour pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on veut faire. Par exemple ça a été vraiment très bien exploité par les Tchétchènes, que je salue au passage. La section tchétchène a travaillé le roleplay ensemble, a bossé les gears ensemble, ils sont arrivés avec un délire commun qui a vraiment animé le côté russe, et vraiment je les remercie pour ça les gars, c'était top quoi. Sauf celui
qui m'a empêché de dormir la nuit. Hein, la pelleteuse, je sais pas si tu me suis, mais peut-être que tes potes te transmettront. Mais voilà, tu t'aurais pu me tuer tellement tu m'as empêché de dormir. Alors, ça voilà, ça c'était vraiment très sympa. Deuxième chose, l'accueil. Moi, l'accueil, c'est important. Je fais 4 heures de route, j'arrive avec mes gars, je suis fatigué, j'ai toutes mes affaires, je sais pas où les emmener, je sais pas comment ça se passe. J'ai besoin d'être accueilli. Là, on est accueilli, il y a un hangar abrité, il y a un gars qui fait l'appel, qui est posé. On a eu plusieurs cadeaux. Alors, on a eu la ration de survie. Elles sont de moins en moins faciles à trouver. On a eu le patch collector CR2, voilà, ici. Et il est tellement joli que quasiment tout le monde l'a porté. Voilà, des deux côtés. Ça, c'était commun côté OTAN et russe. Et de l'autre côté, ça, c'était le patch spécifique russe. Les OTAN, voilà, en cyrillique et tout ça, voilà, c'était super sympa. Les OTAN avaient leur patch à eux, et on avait mis ce patch, nous, à l'arrière du casque, au niveau de la Bradva, pour que ce soit facile à reconnaître. L'espace de parking était immense. Attention à pas s'embourber. On a eu des petits moments où on a compté sur les copains. Merci Virgile et tes potes nous avoir poussé à un moment donné. On a planté le camion qu'on avait loué un petit peu dans la gadoue. Et puis ensuite, il y avait une centaine de mètres pour aller poser nos affaires au niveau du campement. Le campement, on avait un rond pour les Russes, un rond pour l'OTAN, mais du coup, c'était chacun chez soi, mais potentiellement tous ensemble. Donc ça, c'était vraiment sympa. Le terrain était très plat, mais comme on était, on va dire, sur le haut de la plaine, 90% d'humidité, entre 2 et 5 degrés, les conditions étaient compliquées quand on n'avait pas bossé sa base de vie. On en reparlera. Nous, ce qui a participé à notre confort, c'est le fait qu'on ait récupéré un barnum, des chaises, des tables. Voilà, on s'était mis un petit peu en mode pécore, comme disaient certains. Mais j'en parlerai dans la question de la base de vie. Ensuite, je vais vous parler de la première nocturne. Alors, la première nocturne, vous imaginez, on est tous en tenue, les OTAN, les Russes, il y a des camions de transport, je parlerai des véhicules après. On embarque dans le noir, dans un grand camion de transport 6 roues allemand, d'accord, et c'est parti dans le noir, quasiment un quart d'heure dans les pistes boueuses avec le camion qui glisse et tout ça les uns à côté des autres, en mode oh, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi j'ai vraiment kiffé ça, ça te met tout de suite dans le jus, et puis voilà, on est arrivé dans notre zone de territoire, on va dire, dans notre espace de plan à nous, pour découvrir le boulot de Kama, Paco et tous les autres là qui nous avaient creusé toute une tranchée, ils ont dormi là, les fous, et notre tank, voilà, notre T55, M, je crois, corrigez-moi, je suis pas un spécialiste des blindés, ou AM, voilà, vous me corrigerez, qui était posé là, et avec cette idée de ouais, est-ce qu'il démarre, parce que je savais qu'il y avait des pièces d'artillerie immobiles sur le terrain, on en parlera après, mais je savais pas, je savais que le tank il était mobile, mais que des fois il y avait des problèmes techniques. Bon voilà, j'espérais bien qu'il serait mobile, et effectivement il l'a été le reste du week-end, ça c'était cool. Et puis on est arrivé à notre clairière, c'est-à-dire notre FOB, notre QG, l'espace où on a pu eh bien s'organiser pour partir à l'assaut. La première nuit, pour moi, elle a été tout à fait différente du reste de l'OP. Moi, je n'ai pas fait la deuxième nuit. Hein. Je vous ai dit, j'ai été très malade. Si j'avais fait une deuxième nuit, je pense que le dimanche, j'en aurais pas profité. Donc moi, je savais que je faisais qu'une nocturne. La première nocturne, il y a un camion avec 20 volontaires qui part à l'assaut. Il y a des effets pyrotechniques comme s'ils prenaient des bombardements d'artillerie, des explosions. On doit ensuite venir les aider, les soutenir. On se retrouve dans le bord d'une rivière coincé. Il y a des billes traçantes, ça balance de la taguine, de la 40, de la grenade dans tous les sens. Et ce qui était vraiment super, c'est qu'il y avait un artificier professionnel, on en reparlera un petit peu après, qui a organisé un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le champ de l'airsoft. C'est-à-dire un pro qui est artificier, c'est son job, il agit régulièrement dans le monde du cinéma, et il y avait des espaces parfaitement sécurisés dans lesquels nous on n'était pas, où il y avait des explosions, des fusées éclairantes, des tirs de feu d'artifice, voilà, et une partie pyrotechnique supérieure à celle qu'on a en airsoft classique, qui a participé très largement à l'airsoft. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Je me suis senti, alors pas du tout airsofter, je me suis senti figurant dans un film de guerre. C'est-à-dire que niveau d'immersion maximum, en mode Gorky baisse la tête, arrête d'être au spectacle. J'étais comme ça, en mode les camions, les fusils, ça tire, machin. En plus, tir de balle à blanc. Donc ça pétarade, ça tire dans tous les coins. Heureusement, j'avais mon casque de tir, j'avais anticipé pour éviter d'avoir des problèmes au niveau des oreilles, quoi. Et franchement, j'étais au spectacle, les gars, d'accord? Sur la partie Airsoft, ce qui nous a pas permis de profiter, c'est que nous n'avions pas investi dans de la NVG de qualité.
ce qui n'a pas été le cas, on va dire, en moyenne, des gars de l'OTAN en face, d'accord? Au niveau de l'OTAN, il y avait quand même beaucoup plus de NVG, ce qui fait qu'on s'est pris une déculottée le premier soir. On n'a rien vu, on s'est fait, mais massacré, déboîté. Donc on est rentré quand même, pour ceux qui voulaient faire de l'airsoft dès la première soirée, avec des frustrations assez importantes, d'accord? Moi, pas, puisque moi je venais pour faire de l'immersion. Bon, premier soir, moi j'étais figurant dans un film de guerre, j'ai kiffé de fou. Première nocturne, moi, super base de vie, on en parlera quand je vous présenterai mon setup, confort, nickel, impeccable. Bon, la pelleteuse à côté, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis réveillé le matin sur les nerfs à fond parce que j'étais surmotivé, mais un peu claquos. Je vous décris pas les 2 journées dans le détail, mais le jour 2 et le jour 3, donc le samedi et le dimanche, du pur airsoft. Du déplacement en escouade, en forêt, de la progression en colonne, en ligne, un quartier général qui nous demande d'investir tel et tel carré de la carte, la localisation, les volontaires, les Tchétchènes. Ça, on parlera tout à l'heure de la chaîne de commandement dans les propositions que je souhaite faire très modestement, mais j'en discutais avec Dusty, il me disait, mais n'hésitez pas à faire des critiques. Alors moi, c'est pas une critique, c'est une proposition. Moi, je suis très proactif, c'est pas une critique, mais on en parlera après. Et donc, eh ben voilà, moi, j'ai eu le plaisir à un moment donné, il y a de la grenade qui fait stopper des camions de troupes, et coup de bol, les camions s'arrêtent à 20 mètres peut-être devant moi, j'ai ma RPK-16, j'ai le plaisir de remplir les bennes des camions de billes, j'ai dû faire une 40aine de frags, je me suis éclaté, ça a balancé de la grenade, ça criait, ça tombait, ça pétaradait dans tous les sens. Franchement, le samedi et le dimanche, pour moi, c'était incroyable d'airsoft. Je précise, c'était pas du reenactment, c'était pas de la reproduction, c'était pas de la figuration. Moi, j'ai fait de l'airsoft le samedi, j'ai fait de l'airsoft le dimanche, et j'ai kiffé l'airsoft du plus haut niveau que j'avais jamais vu de ma vie. Par exemple, j'ai bien vu que moi, j'avais pas l'habitude avec mon équipe, quand on était dans du combat de maquis, il y avait des herbes à peu près à cette hauteur-là, d'accord, peut-être à 1,60 m, qui nous permettaient de progresser. Les mecs de l'OTAN, ils avançaient en ligne. Quand ils nous avaient détectés dans les 4-5 mètres ou 7-8 mètres devant, ils balançaient des grenades, bam bam bam, ils progressaient, ils fouillaient, ils tiraient, ils rebalançaient des grenades, bam bam bam, en ligne, d'accord? Ils avaient beaucoup plus de grenades sur eux que ce qu'on a fait. Moi, j'ai vachement progressé sur mon gameplay, ma façon de jouer, parce que j'ai appris de mecs qui ont l'habitude de faire ça. On n'utilise jamais la pyrotechnie dans à la Bradva. On n'a aucun terrain sur lequel on évolue avec des grenades pyrotechniques. Et du coup, on n'a pas cette habitude. Et c'était super, super intéressant. Ça, c'est pour les journées. Alors, dans les détails de l'immersion, les véhicules. Alors, je vous mettrai des petites photos de nous au niveau des véhicules. Je vais prendre le temps aussi de vous mettre des photos plein écran ou pas à certains moments à côté du tank. Je vais vous lancer là maintenant par exemple une petite vidéo qui est très très courte, hein, où on se déplace avec le tank et on voit un petit peu l'ambiance. Il y a quelques fumigènes, il y a quelques tirs à blanc. Voilà, je vous la mets et on en reparle juste après. Voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance. Moi, je n'avais pas du tout l'habitude de ce genre de choses, d'accord? Nous, on entend les AEG qui tirent, quelques GBBR rares, des mecs qui crient, des out. Là, j'ai pas entendu un out de tout le week-end. Ça, c'était vraiment super agréable. Pour vous donner un petit peu l'ambiance quand on est dans le camion de troupe. Alors attention, hein, moi j'étais joueur. Je suis pas allé là-bas comme youtubeur, donc je prenais avec mon téléphone, je le rangeais, je faisais ce que je pouvais. J'étais pas là-bas pour faire ça. D'accord? Voilà, je vous mets une petite vidéo quand on est trimballé par le camion. T'as fait quoi ton week-end? Aucun spécial.
voyez, on était tous les uns à côté des autres, là entassés avec des gars à genoux devant nous, des petites places assises, des mecs debout, c'était super sympa. Je vais vous mettre quelques photos du camion, parce que H, que je remercie au passage, m'a envoyé quelques photos, et le camion est plutôt bien mis en valeur. Donc si je résume, 2 camions de transport de troupes, qui allaient à l'OTAN et qui allaient par moment chez les Russes, donc ça alternait de deux côtés, c'était pas dédié. Il y avait un 4x4 que nous les Russes on n'a jamais vu, donc il était dédié à l'OTAN, de ce que j'ai compris. À un moment donné on l'a capturé, voilà, je vous mets des petites photos. Mais sinon, c'est un 4x4 qui n'a jamais été exploité par le côté russe. 2 blindés sur le terrain et en action, roulant, donc le T-55, qui a été beaucoup exploité par contre par les Russes, notamment un assaut mais incroyable, il y avait au moins 6 ou 7 mecs qui étaient debout dessus, et qui ont pris d'assaut une colline à un moment donné, colline sur laquelle il y avait 2 pièces d'artillerie, voilà, côté OTAN. À un autre endroit, il y avait une pièce d'artillerie de DCA. Donc voilà, 2 camions, un 4x4, 3 pièces d'artillerie, 2 blindés. Pour moi, c'était énorme. J'avais jamais vu ça, quoi. Une débauche de matériel, une débauche financière aussi, pour pouvoir harmoniser tout ça. C'est pas tombé en panne. À un moment donné, il y a un camion qui s'est un peu embourbé, mais au niveau technique, tous les véhicules ont roulé, il n'y en a aucun qui a posé problème au point que il soit plus disponible. Donc ça, c'était vraiment excellent. Alors, sur les effets spéciaux, faut imaginer les tirs de balles à blanc, tout ce qui est pyrotechnie airsoft, classique que vous pouvez connaître, Pyrosoft, Tagging et compagnie, on en parlera après sur la sécurité, les tirs de 40, et toutes les actions organisées par l'artificier professionnel. Ça a mis une ambiance en termes d'immersion qui était vraiment incroyable, et moi qui m'a fait vivre des émotions dans le cadre du jeu qui était vraiment, je vais pas redire incroyable, et vous sentez à quel point je suis emballé, quoi. Moi, j'ai vraiment passé un moment qui était exceptionnel, et je suis très excité à l'idée que de nouveau, le MOS, ou une autre orga, j'en sais rien, mais en tout cas, le MOS repropose quelque chose avec ce niveau d'immersion. La sécurité, maintenant. Moi, j'étais très inquiet sur la question de la pyrotechnie. Voilà. Moi, les explosifs, c'est un truc qui me fait flipper. Voilà, je me suis dit, on va être 130, 140, on va se balancer des grenades, on va se balancer des taguines, il va y avoir un artificier, on va avoir des blessés. Je me suis dit ça, en fait, d'accord? Écoutez, il y a eu je ne sais pas combien de centaines d'explosions, des centaines, c'est pas des dizaines, ce sont des centaines d'explosions. Il n'y a pas eu un blessé du week-end. Alors attention, il y a un mec qui va avoir une petite contusion au pied parce qu'il est tombé, l'autre il va avoir une bille qui lui a égratigné le visage, moi j'ai été griffé par les ronces à différents endroits, mauvais choix de pantalon, on en parlera sur mon setup, il y a des mecs qui ont fait des coups de froid, des hypothermies, des trucs et des machins, ouais mais rien à voir avec les explosions en fait. Ou bien ils ont enterré les mecs pour qu'on ne sache pas, mais moi je suis pas au courant. Donc ça me fait quand même bien revisiter la question de la pyrotechnie, sachant quand même qu'on était, je pense, sur un niveau de joueur global en termes de technicité, d'expérience et de sérieux qui était assez inhabituel. J'ai pas entendu une engueulade, une insulte, une prise de tête. J'ai pas vu un énervement, alors qu'on était tous ensemble du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. D'accord ? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. 130 mecs dans des conditions pareilles, sur une topographie aussi complexe. C'est-à-dire qu'on descendait dans une cuvette avec par moment, il y avait certains radars dans la forêt. Si tu le prenais bien de face, tu finissais sur le dos, tu dévalais quoi. Avec des moments où quand on montait les côtes, moi je montais en canard comme si j'avais des skis, vous voyez, où je me mettais de côté comme ça, tellement c'était pentu. Et la fatigue n'a pas participé à dégrader l'ambiance générale. Je pense que les gens sont arrivés avec un état d'esprit super positif. Et ça, moi, j'ai kiffé parce que les psychodrames, moi, j'en gère au boulot. C'est mon taf, tous les jours. Je suis monsieur psychodrame. À l'airsoft, moi, je veux pas de psychodrame. Ou des psychodrames RP. D'accord? Là, il y a eu, à un moment donné, des prises d'otages, avec des moments d'humiliation. Alors, un truc que j'ai kiffé, à un moment donné, nos gars, la côté russe, ils avaient chopé une journaliste de l'OTAN, d'accord? Et la nana, ils lui ont fait creuser la tranchée. La nana, elle s'est pas démontée, il y avait tous les gars qui rigolaient. La meuf, elle a envoyé une pelletée de terre dans la tronche
dégâts, mais normal, genre, elle fait son taf, bra, elle a balancé la pelletée de terre. Et ça, mais c'était l'esprit de CR2, d'accord? C'est à la fois, on ne doit pas aller trop loin dans l'humiliation, et parfois, ben, j'ai trouvé que ça s'arrêtait juste à la limite. Voilà. Après, j'ai ma sensibilité. Il ne faut pas que le roleplay, ça devienne un petit peu du bizutage, d'accord? Donc ça, c'était bien que les orgas regardent et fassent attention à ce que ça aille pas trop loin. À chaque fois qu'il y avait un temps comme ça, il y avait un orga qui regardait. Bon, voilà. Voilà, je pense que ce sont les temps, les arrestations, les moments où on était menotté, les choses comme ça, c'est les temps voilà, qui doivent être bien encadrés, sinon ça peut dégénérer. Les difficultés principales que j'ai rencontrées, l'humidité, le froid, la boue, la pente et l'obligation d'avoir un sac à dos en permanence, même si c'était aussi quelque chose qui a fait que j'ai pas eu mal au dos. J'ai pas eu mal au dos. Alors attention, mon setup de jeu était super bossé, je vous le montrerai, mais en même temps, j'avais ma RPK 16 que j'ai portée essentiellement, et vous verrez, j'ai une petite astuce, je coince mon bonnet en fait, quand je retire mon casque, je mets mon bonnet, et inversement, et sinon le bonnet, je le mets dans de la paracorde sur l'épaule droite, et moi je porte sur les longs portages, ou quand je fais des attentes, soit je porte au pied, et soit je porte à l'épaule posé sur comment dire, le bonnet. Voilà. Et donc j'ai eu très peu mal au dos parce que, on en parlait avec Bonzi, ce sac nous a permis de nous équilibrer par rapport à les répliques et nous stabiliser au niveau de la charnière lombo-sacré. Donc ça c'était pas mal. Et bien sûr, dernière chose, le jeu de nuit sans NVG, c'est notre faute. Si on a envie de mettre 2 ou 3 000 euros dans une monoculaire NVG, on met 2 ou 3 000 euros. Voilà, nous on n'a pas souhaité faire ça, on a voulu jouer à la torche. À la torche, c'était impossible. Dès qu'on allumait la torche, on se faisait défourailler tous les côtés. Bon voilà, là dans l'état actuel des choses, nous on n'a pas la capacité de fonctionner sur une OP de nuit face à des adversaires comme ceux que nous avions ce week-end. Alors, Dusty nous dit qu'il ne faut pas hésiter à faire des critiques. Alors moi je vais rien critiquer du tout parce que je suis incapable d'organiser ça comme ça. Quand je suis incapable d'organiser une OP, que nous on essaye de faire des OP à la journée, des dominicales améliorées dans notre secteur et on ne veut surtout pas faire les malins. Moi ce que j'ai observé c'est un décalage entre tout ce que je viens de vous dire et la chaîne de commandement côté russe. D'accord? Je sais que ça a été vachement bossé entre CR1 et CR2, mais moi je pense que ça pourrait aller encore plus loin. Je m'explique. Dans la partie du avant, quand on était dans le numérique, c'est-à-dire depuis juin et puis jusqu'au 2 février, je pense qu'il y aurait pu avoir cette possibilité non seulement de remplir le côté OTAN, et dans le côté OTAN, on va dire l'OTAN, l'Ukraine, et de l'autre côté, dans le côté russe, la régulière, les volontaires et les Tchétchènes, ça c'était fait. D'accord? Moi je pense que ce qu'il a manqué, c'est que chaque escouade ait son sergent. Ok? Que les sergents aient, alors après, aux organisateurs de faire ce qu'ils veulent, des niveaux d'officiers supérieurs, et que toute la partie, on la joue dans notre escouade. S'il y a plusieurs escouades de volontaires, on est escouade de volontaires alpha avec un sergent qui a été défini en amont. Et sur le Discord, on a pu échanger avec les membres de notre escouade, on a pu échanger avec notre sergent qui aura comme travail de définir combien il y aura de batteuses dans la section, parce que là, il y avait entre 15 et 20 batteuses. J'ai compté entre 15 et 20 batteuses du côté russe. D'accord? Donc on était... Alors, il n'y a pas que la puissance de feu, on était beaucoup moins mobile que les OTAN, d'accord? Alors, ils avaient un Barda déjà qui était moins important, ensuite ils ont un gear qui est naturellement plus light que les gears russes, avec les Warbelt, les Smerch, les Sitting Mat, etc. Ok, mais en plus on se trimballait des PKP, des RPK et compagnie. Donc voilà, ensuite, que dans chaque section, il y ait de la radio, qu'il y ait des tableaux de correspondance entre les Motorola, les Baofeng, les radios professionnelles et les radios amateurs, et que chaque section soit capable de se coordonner avec le QG, et que la section puisse être en permanence, on va dire, gérable par le sergent de manière efficace. Donc, définir en amont des sergents de section, définir en amont et travailler sur la répartition des répliques que l'on amène dans la section, et puis travailler en amont aussi sur des petits délires roleplay comme ont fait les Tchétchènes. C'est aussi la possibilité de définir ou demander qui serait partant pour être officier radio. Donc le gars, il s'arrange et il s'organise pour avoir plusieurs radios, et puis des batteries pour pas tomber en rate de radio, pour récupérer de la topo, pour bosser la topo
excusez-moi, voilà, bosser la topo à l'avance et essayer un petit peu de monter le niveau de qualité. Moi, par exemple, j'aurais aimé, quand à un moment donné, l'officier supérieur nous a fait le briefing, que tous les sergents de section mettent les sections en colonne, d'accord? Ils ont essayé de faire, mais on n'identifiait pas vraiment qui était le sergent de section. Moi, j'ai jamais identifié qui était le leader de ma section, par exemple, à aucun moment. Et j'ai jamais été en contact radio avec un leader de section ou un sergent, à aucun moment. Donc, bah, j'étais rabattu à être toujours sur mon 3-0, c'est-à-dire QG, et je me retrouvais à venir, j'étais très hésitant parce que je voulais pas aller encombrer le canal Orga, donc le canal, on va dire, du QG, alors que j'étais simple soldat. Vous voyez? Bien. Alors, moi, je parle de proposition parce que si à un moment donné, il y a un besoin ou un souhait, ou que c'est compliqué de trouver des sergents de section ou des gens qui veulent bien peut-être ne jouer que PNJ, donc personne non joueuse, c'est-à-dire ne jouer, ne pas tirer une bille, mettre que dans l'état-major et que dans le pilotage des sergents par exemple, hein, ou être sergent de section. Moi voilà, je fais la proposition, je l'avais déjà faite sur place, je suis à la disposition du MOS, modestement, si je ne suis pas capable d'organiser, je suis capable de diriger une section, ou je suis capable de faire partie d'un état-major. D'accord? Donc, sur un fonctionnement comme celui-là, par exemple, voilà, je réfléchis au fur et à mesure, le sergent de section, il peut être aussi responsable du lever de sa section au niveau du campement. D'accord, du fait d'accompagner les joueurs sur le briefing, sur le fait qu'il y ait des instructions sur pas de tagging après 23 heures, des petites choses comme ça. Là, c'était piloté avec le fil Telegram, c'était piloté avec les réseaux sociaux, mais je trouve que avec cette notion de sergent de section, on pourrait vraiment gagner quelque chose de très particulier dans la dimension immersive. Je pense que ça bloquera personne. Pourquoi? Parce que tous les gens qui sont partis là-bas pour vivre un maximum de réalisme et un maximum d'immersion. Donc en fait, rejoindre ta section et être aux ordres de ton sergent et avoir dû prendre une Akasu parce que la batteuse était déjà partie pour un autre gars, c'est pas grave. Moi je viens avec mon Akasu, je joue pas avec ma RPK 16. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est le jeu en fait, d'accord? Je me suis inscrit après le gars qui a proposé de venir avec sa RPK et de jouer batteuse. Moi, je vais avoir juste un fusil d'assaut. Et moi, ça m'aurait posé aucun problème, aucun, d'accord? Ensuite, on peut aussi très bien fixer par section qu'on ait au moins autant de capacité en pyrotechnie, que chaque jour on doit emmener sur le terrain 6, 7, 8, 9, 10 grenades, que sais-je encore. S'assurer que par section, on a des lanceurs de 40. Là, il y avait des sections où il y avait 3 lanceurs de 40, et il y avait des sections où il n'y en avait pas, par exemple, d'accord? Donc, il y a des choses comme ça, je pense, qui pourraient être ajustées en amont, et qui ne gênerait pas les joueurs. Nous, à titre personnel, au niveau de la Bradva, si on nous avait encore plus cadré dans des cases, en fait, hein, ça nous aurait posé aucun problème. Bien, j'arrive à la fin de ce petit rétex à chaud. J'espère que je vous ai pas saoulé de parole, mais en tout cas, j'étais tellement content de revenir vers vous que j'avais besoin d'en parler très vite. J'espère qu'on se reverra sur notre prochaine organisation. On est en train de réfléchir au niveau de la Bradva pour vous proposer quelque chose assez rapidement. Toujours pareil, hein, quand vous voulez soutenir ma chaîne et m'aider à acheter une caméra, lorsque vous faites vos courses chez Airsoft Entrepôt, cliquez sur le lien qui est en description pour ensuite faire vos courses, ce qui me permettra d'investir dans ma caméra. D'ici là, n'oubliez pas que nous ne pratiquons pas un sport mais un loisir. Ce loisir rime avec plaisir. Alors on ne se prend pas la tête, par contre, on prend ses billes. Allez, au revoir.